Mesdames, Messieurs, après l'étape de ronde de ce matin, vous avez un défi. En un peu plus de 50 minutes, répondre à cette question, Sécu, quel avenir pour cette vieille dame de 80 ans? Alors, soins intensifs, EHPAD, soins palliatifs, on va voir. Mais en tout cas... Décès. Voilà. Je choisis pas le décès, voilà. Non, plus sérieusement, on a entendu depuis 2 jours un certain nombre d'éléments diagnostiques. On a entendu des débats, des accords, des désaccords, des propositions. Il nous revient la lourde tâche d'essayer une synthèse, en 45 minutes. Je vais commencer par M. Amghar. M. Amghar est président du Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie, une agence d'État qui est censée réfléchir et est là pour réfléchir à ça. Vous avez mis un rapport sur ces questions. Essayez, dans un premier temps, on va faire un premier tour de table de cette manière et puis ensuite vous échangerez. Dites-nous comment vous voyez, alors en vous dégageant un peu du quotidien et du financement du PLFSS 2026, bien sûr, comment vous voyez l'avenir de la Sécu, ce système formidable auquel nous sommes tous attachés? Alors, la première chose, avant de définir le traitement, c'est qu'il faut déjà éviter le faux diagnostic. Or, le sujet, ce n'est pas seulement, c'est même pas principalement, pas d'abord comment on finance l'assurance maladie, mais c'est comment on finance la dépense de santé. Quelle qu'elle soit financée par l'assurance maladie, par les complémentaires, par le patient. À la fin, ce qui compte, c'est l'effort que la nation, par différents canaux, dépense pour sa santé. Et ça, c'est quand même très important de bien dissocier les deux. Parce que pour le coup, ce qui aujourd'hui fait débat, c'est notre dépense de santé. Déplacer la contrainte depuis l'assurance maladie vers le patient ou vers la complémentaire ne change rien à l'effort global que la nation devra y mettre. On a même une expérience naturelle de grande ampleur qui s'appelle les États-Unis qui montre que désocialiser et déréguler ne réduit pas la dépense, bien au contraire. Ça a été dit ce matin et c'est reconnu. Voilà. Et c'est pour ça que quand j'entendais hier un intervenant dire qu'il faut revoir notre modèle social sur les retraites et sur la santé, c'est une nature totalement différente. Si on réduit la dépense publique de retraite, on réduit globalement l'effort de la nation pour les retraites. Si on réduit la dépense publique de santé, on ne va pas du tout réduire la dépense de santé, on va juste organiser différemment sa répartition. Alors cette dépense de santé en France, elle augmente pour des raisons bien connues, mais elle ne dérape pas non plus. Si on regarde la consommation de soins et biens médicaux, entre 2010 et 2023, elle n'a pas rapporté au PIB, ça n'a pas augmenté, ça a suivi la croissance de l'économie. Si on prend la dépense courante de santé, sur la même période, elle a augmenté de 0,7 points de PIB. C'est significatif, c'est moins que nos voisins allemands ou britanniques qu'on prend souvent comme exemple de pays vertueux en matière de finances publiques ou de maîtrise de leur dépense de santé. Donc déjà, je pense qu'il faut quand même positionner le fait qu'on a un diagnostic qui, effectivement, on doit prendre en charge une augmentation des dépenses de santé du fait de la démographie, de l'épidémiologie, des progrès technologiques, mais on n'est pas dans une situation catastrophique. Ce qui impose l'action, c'est qu'on a, d'une part, des marges d'efficience, comme dans tout système, et que, par ailleurs, on a effectivement une situation de déficit de l'assurance maladie qui peut, et là c'est l'ancien trésorier de la Sécu qui parle, très vite créer un risque pour le financement, pour la continuité du financement des prestations. On a chiffré que si on veut ramener l'assurance maladie à l'équilibre à horizon 2029, il faut faire un effort de 35 milliards sur 4 ans. Alors les leviers, ils sont pour la plupart quand même très connus depuis très longtemps. Ils ont été rebattus dans une innombrable littérature. Ils sont connus, mais on ne sait pas les mettre en œuvre quand même. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Parce que voilà, on parle de gradation des soins, on parle de pertinence, on parle d'efficience, on parle d'adéquation de l'offre aux besoins de santé. Ce que je veux dire, la première chose, c'est qu'il serait illusoire de croire que ces leviers d'efficience sont sympathiques et indolores. Et je rejoins notamment ce que disait tout à l'heure Thomas Fatome. La pertinence, on en parle, mais si on veut vraiment en faire plus, ça veut dire qu'il faut admettre un certain nombre de curseurs dans notre système. Et notamment, il est tout à fait illusoire de croire que la seule vertu des comportements des prescripteurs ou des patients va compenser le fait qu'aujourd'hui, on a un système qui est très permissif au sens où, notamment, quand on se compare à nos voisins, on demande très peu de justification aux prescripteurs. Et on voit que quand on commence à introduire des éléments de demande, de justification, de prescription
On le voit en ce moment sur un traitement du diabète sur lequel on a des risques de mésusage importants, on voit que ça crée de la réticence. Mais si à un moment on veut vraiment faire de la pertinence, c'est ça que ça veut dire. Voilà. On ne demande pas non plus aux citoyens beaucoup d'obligations en termes d'observance non plus. Hein. Au fond, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir en tête que ces leviers-là d'efficience, ils ne sont pas faciles. Il y a des sujets autour, par exemple, du juste prix, du produit qu'on paye. Ça veut dire, à un moment, ce sont aussi des marges d'efficience du système et ce sont des marges qui ne feront pas plaisir à certains acteurs. L'autre point, l'autre illusion à éviter, c'est de croire que la simple efficience dans le système suffit à combler l'écart. Il dit, en gros, revenir à l'équilibre en 2029, c'est 35 milliards d'efforts. La Cour des comptes a fait un rapport au printemps qui est très, très volontariste, on peut le dire. Mais l'effort d'efficience que la Cour des comptes arrive à documenter dans ce rapport d'avril, c'est à peu près la moitié du chemin. Ça veut dire que la moitié du chemin, l'autre moitié, il faudra le faire par d'autres mesures. Les autres mesures, c'est quoi? Systématiquement, une fois qu'on a fait les mesures d'efficience, il reste deux choses. C'est soit réduire le périmètre de prise en charge, mais il faut avoir en tête que, vu les montants dont on parle, quand on parle de 15 milliards, le périmètre de prise en charge, ce n'est plus des mesures paramétriques, ce n'est plus des petits réglages qui ne font pas plaisir, mais qui ne changent pas le système. C'est que 15 milliards, ou même la moitié de 15 milliards de changement de périmètre entre l'assurance maladie et les complémentaires ou les patients, c'est un changement profond de système. On avait fait l'exercice de style, de se dire, si on veut transférer 7-8 milliards vers les complémentaires ou vers le patient, ça veut dire qu'on quadruple les franchises et le plafond. Donc ça veut dire que la plupart des soins courants ne sont plus pris en charge. Oui, la représentant des patients, d'ailleurs, nous a expliqué tout à l'heure quels sont les effets délétères de ça. Et si on fait la même chose en termes de transfert à les complémentaires, c'est 15 points de ticket modérateur. Ça veut dire aussi que la plupart des soins courants ne sont plus majoritairement remboursés par l'assurance maladie. Donc, voilà, pour cette ampleur du transfert de charge, c'est un changement de système, ce n'est pas du paramétrique. Le dernier levier qui reste, effectivement, c'est le niveau des ressources accordées à l'assurance maladie, donc c'est le niveau des recettes. Et je pense que ça a été reconnu par plusieurs acteurs ce matin. On ne peut pas imaginer qu'on fait ce chemin sans nous poser la question des recettes. Très bien. Merci pour ce premier exposé. Vous situez le débat. Philippe Juvin, vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez donc une vision globale de l'ensemble des déficits publics et au sein de ces déficits publics, des déficits sociaux. Au fond, cette sécurité sociale à laquelle nous sommes si attachés, elle peut survivre? Est-ce que la vieille dame, quelles sont les conditions pour que la vieille dame continue à marcher, faire de l'exercice et vivre? C'est ça la question. D'abord, en fait, toutes les solutions ont été abordées depuis 48 heures. Mais je veux d'abord rappeler premièrement que la vieille dame, elle continuera à bien faire son travail si les finances publiques en général, et je ne parle pas du budget de la Sécu, je parle des finances publiques en général, fonctionnent. Aujourd'hui, la situation n'est pas grave, elle est très grave. La France emprunte à des taux plus élevés désormais que l'Italie, voire sur certaines obligations que la Grèce. Ce qui montre bien que la signature du pays pose problème. Et il y a même des sociétés françaises qui empruntent à des taux plus bas que l'État lui-même. C'est la première fois dans l'histoire. Donc on a une situation extrêmement grave qui conditionne, finances publiques en déshérence égale sécurité sociale qui ne fonctionne plus. Il faut bien le comprendre, c'est un tout. C'est quoi les solutions? Dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus, simplifier, débureaucratiser, ça c'est pour les finances publiques. Et certains de ces éléments, de ces items, sont évidemment à développer en matière de santé. Sur le travailler plus, la France est le pays de l'Union européenne. Quand vous prenez la somme d'heures travaillées par an en France, vous le divisez par le nombre de Français en âge de travailler, nous sommes à la queue. Et si on avait le taux d'emploi en pratique des Pays-Bas, par exemple, c'est 120 à 130 milliards de recettes fiscales en plus chaque année. Vous voyez ce qu'on peut faire avec ça. Donc on a un sujet qui est systémique. Deuxièmement, la vieille dame, si elle veut continuer à bien fonctionner, il faut qu'elle ait une vision supérieure à 1 an. C'est la question de la pluriannualité avec la chasse au Dahu dont a parlé Jérôme Guedj tout à l'heure. Ce que je comprends, parce qu'aujourd'hui c'est un Dahu. On ne connaît pas les finances dans 3 mois. Comment voulez-vous qu'on connaisse les finances et les recettes, les dépenses dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est très important qu'on ait une vision à long terme, ça c'est sûr. Il faut relativiser sur l'efficacité du machin parce que on dit toujours, regardez, en matière de défense nationale, on a une loi pluriannuelle. L'expérience montre que même en matière de défense, quand vous prenez toute la loi pluriannuelle, il manque en gros, à la fin de l'exécution, l'équivalent d'une année budgétaire. Donc même ça, on n'y arrive pas. C'est vrai qu'il faut avoir une vision à plus d'1 an, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Troisièmement, il faut dépenser moins.
Bon, dépenser moins, dépenser mieux en matière de santé. Est-ce qu'on n'a pas trop d'hôpitaux ? Moi, je pense qu'on a trop d'hôpitaux en France. Est-ce qu'il faut toujours voir un médecin en premier? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir d'abord l'infirmière? On commence un peu avec les IPA, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Les kinésithérapeutes. Il faut probablement qu'on soit plus ouvert sur les parcours de soins. Est-ce que dépenser mieux, il n'y a pas toute la question de la prévention? Le cancer du sein, c'est 4,5 milliards à peu près par an, dont probablement 30%, même si c'est compliqué à calculer, uniquement sur les métastases. Or, c'est 7 à 8% les patients, je crois, de cancer du sein qui se présentent d'emblée avec métastases. En gros, il y a une surreprésentation des maladies graves. Dépister le cancer du sein, c'est très bien, mais aussi diagnostiquer une phase précoce, tout ça va faire des économies. C'est compliqué. C'est ça compliqué. nécessite beaucoup de changements. Est-ce que vous connaissez le film Minority Report avec, vous savez, le gars qui a fait Mission Impossible, je connais son nom, c'est... Merci beaucoup. Tom Cruise. Dans ce film, en fait, le thème, c'est qu'ils ont un machin qui permet de dire que vous allez, commettre un crime dans les 72 heures et on vous arrête préventivement. Bon. Finalement, ça marche pas bien. On n'arrête pas que les gens préventivement. Oui, exactement. Bon. Eh bien, écoutez, on doit pouvoir aujourd'hui, on sait aujourd'hui, prévoir l'arrivée d'un certain nombre de maladies très en avance. Nous, on a publié, dans l'hôpital où je travaille, Pompidou, ils ont publié cette année une donnée qui permet, sur la simple base des données de l'assurance maladie de 2 ans, c'est-à-dire parcours de soins, de dire qu'on identifie 25% des gens qui vont faire une mort subite dans l'année qui vient. 25%, c'est quand même considérable. Vous voyez, je peux vous dire, voilà, vous et vous. Qu'est-ce qui va se passer? On vous envoie chez le cardiologue, on vous fait le dépistage. Et non, je vous ai montré au milieu, je n'ai pas dit que c'était vous. Mais ça signifie que la prévention à papa, qui consiste à aller voir le médecin qui vous dit « Ah, il faut mieux manger, il faut faire de l'exercice », il faut le faire, il faut arrêter de fumer. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un effet massif, on a des outils, on va avoir des outils. C'est une vieille dame qui va faire de la transparence, de la qualité, on en parle tous, mais la transparence, c'est quoi en pratique? C'est quelques indicateurs très simples. Peu nombreux, lisibles par tout le monde. Parce que moi, je sais où me faire opérer, vous ne savez pas. Mais surtout, je sais où ne pas me faire opérer. Et moi, je sais. Et donc, regardez, fracture du col du fémur. Fracture du col du fémur, on sait que si on vous opère plus de 48 heures après la chute, vous mourrez plus. Plus de morbidité, plus de mortalité. Demandons à tous les établissements de santé de publier leur délai entre la chute et le passage au bloc opératoire. Ça ne coûte rien d'argent public. Et vous savez, ça va avoir un effet extraordinaire parce que ceux qui sont à la queue vont se dire tiens, on travaille mieux. On peut augmenter l'efficacité. Quand même, tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on parlait de confiance et de relations gagnant-gagnant. Ouais. Quand vous expliquez ça, il y a un défi d'explication et d'acceptation par les corps sociaux et professionnels, et puis il y a des gagnants et des perdants. Donc ça quand même... D'un point de vue de la politique publique, c'est compliqué à gérer. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la transparence sur les résultats est un outil d'amélioration de la qualité qui ne coûte pas grand-chose et qui est très puissant. Et en plus, c'est un défi démocratique parce qu'il n'est pas normal que je sache et vous ne sachiez pas où ça fait opérer. C'est une vieille dame qui comprend qu'elle est dans un monde ouvert. Et posez-vous la question des effets des décisions de M. Trump sur le médicament, même l'hospitalisation privée, vous allez voir la difficulté. Moi, je suis pour le marché unique européen, liberté de disposition des biens, des personnes, professionnels de santé, des capitaux. Je suis pour le prix unique du médicament européen. Après, les États font les baisses, les remises qu'ils souhaitent. Mais vous voyez déjà qu'on a cette vision-là. Et puis, c'est probablement une vieille dame qui doit se préoccuper plus qu'elle ne le fait aujourd'hui des gens qui travaillent pour elle. C'est-à-dire que je suis frappé de voir que moi, je suis médecin. Depuis 30 ans, on ne m'a jamais demandé si je lisais la littérature, si je buvais, si j'étais cocaïnomane. On m'a donné les clés de l'Airbus à piloter il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, on dit Monsieur Juvin, continue à piloter. C'est quand même assez fou. De la même manière, il y a dans tous nos hôpitaux, mais en fait, c'est vrai pour toute la fonction publique, on n'a pas de service de direction des ressources humaines. Enfin, on prétend en avoir. On a des services du personnel qui font des fiches de paye. Mais est-ce qu'on se préoccupe de la santé de nos personnels, de la santé mentale, mais aussi physique? Très mal. Et voyez, on va faire l'IA. Je vous ai parlé des data et la révolution. D'ailleurs, à ce sujet, je parle par l'assurance maladie qui m'écoute,
J'ai dans le PLFSS un amendement où je propose de créer une consultation numérique. Je vous le dis, ça va arriver. C'est l'idée qu'on puisse chacun demander une consultation de ces données numériques. Alors, dans des centres experts qu'il faudra développer. Mais je reviens sur le personnel. Si on n'a pas le personnel pour faire tourner dans l'EHPAD, l'aide-soignante, etc., ça ne marchera pas. Or, aujourd'hui, on ne prend pas soin du personnel, et je pense que c'est un des sujets absolument majeurs. En fait, la vieille dame, et je conclue là-dessus, si elle veut continuer à bien fonctionner, je pense qu'elle doit répondre à la définition de la société prospère que Raymond Aron faisait. Dans une émission qui est sur l'INA de Pivot, apostrophe, à un moment, Pivot demande à Raymond Aron, c'est quoi votre définition du libéralisme? Et il dit, c'est simple, les sociétés prospères sont toujours les sociétés où on laisse les potentialités des individus librement s'exprimer. Je crois beaucoup à ça. Donner de la liberté aux médecins, regardez l'hôpital de Valenciennes, ça fonctionne mieux depuis qu'on a donné de la liberté. Donner de la liberté aux chercheurs, vous verrez, ils trouveront des trucs qui ne sont pas dans les appels d'offres. Donner de la liberté aux industriels, arrêter toutes ces charges administratives, vous verrez, ça ira mieux. Donner de la liberté aux élus locaux, peut-être qu'ils géreront mieux les hôpitaux qu'à l'échelon national. Bref, la liberté, c'est très important. Très bien. Ça, c'est un projet politique en soi. Merci pour cet exposé introductif. Vous avez parlé des ressources humaines et ça fait le lien avec l'intervention que va nous faire Mme Cabanel. Madame Cabanel, vous êtes secrétaire nationale de la CFDT en charge de la protection sociale et des politiques de financement de la sécurité sociale. Historiquement, la Sécu était financée principalement par des droits contributifs, avant l'instauration de la CSG, grosso modo. Aujourd'hui, et pour des raisons démographiques évidentes, ça ne peut plus être le cas. Les partenaires sociaux y auront encore un rôle, mais pas le rôle qu'ils avaient au départ. Comment vous positionnez-vous sur ces questions, alors que finalement, vous représentez des salariés, mais qu'au fond, aujourd'hui, on a un système universel qui couvre toute la population. Quel doit être le rôle aujourd'hui des partenaires sociaux dans le pilotage, la gouvernance de cet organisme qui est évidemment d'intérêt général, qui couvre l'ensemble de la population? Écoutez, dans un premier temps, si je peux me permettre de réagir à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, j'ai un petit peu d'agacement à entendre parler toujours de la vieille dame, parce que, d'abord... C'est le titre. Oui. Entendons-nous, en France, 80 ans, c'est trop tôt pour l'EHPAD ou la fin de vie. Absolument. Donc, on va croire encore... Donc, elle va bien. Donc, je ne dis pas qu'elle va bien, mais je pense qu'on peut lui donner des potions de jouvence. Bien entendu, il y a la question du financement, mais pas seulement. Il y a aussi cette question de... alors, j'entendais à la table ronde précédente la question de la confiance. En fait, la sécurité sociale, c'est un des piliers de notre modèle social. Et on parle de financement, toujours d'ajustement budgétaire, on met le doute sur sa capacité à survivre. Et je pense que la vie ou la mort d'un modèle social, ce sont des prédictions autoréalisatrices. Et donc, il y a une question d'investissement collectif et une question de, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un projet politique qui pose la question de l'intérêt d'avoir une sécurité sociale et d'avoir une protection sociale. Notre conviction à la CFDT, c'est que oui, et que c'est fondamental. Ça, c'est partagé. Eh bien, écoutez, c'est partagé, sauf qu'on n'en parle plus. Et je pense qu'un modèle social, c'est pas juste une promesse qu'on a fait, il y a 80 ans. Mais on n'en parle pas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est pas une promesse qu'on a fait il y a 80 ans. Et qu'ensuite, on détricote petit à petit, justement sur la question budgétaire, c'est en permanence réaffirmer quelle est la promesse. Et dans la promesse, si je peux me permettre, au niveau des Français, c'est clair. C'est l'accès aux soins, c'est l'accès à la protection lorsqu'on est en maladie longue durée. Et aujourd'hui, quand il y a des déserts médicaux, quand on voit la question du reste à charge sur les ALD, par exemple, on a l'impression que ce modèle ne tient plus. Et permettez-moi, vous dites on le détricote. Enfin, aujourd'hui, la Sécu couvre 80% de la consommation de soins et de biens médicaux, ce qui est un niveau je crois le plus élevé dans l'histoire de la Sécurité sociale depuis sa création. Donc on ne détricote pas. Simplement, en effet, ce système de financement, il a peut-être laissé des zones d'ombre dans les territoires pour des populations pauvres. Alors, je pense qu'on le détricote en proposant des démutualisations, par exemple. C'est la question d'un niveau de franchise qui deviendrait insupportable pour les uns et les autres. Et c'est un projet, c'est pas fait. Voilà, non, mais c'est pour ça que je le dis. Voilà. Donc, et d'ailleurs, est-ce qu'il serait insupportable? Pour le coup, est-ce qu'on ne doit pas avoir une contribution pour que les citoyens aient conscience de leur appartenance à cette collectivité et soient responsables de la consommation? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils payent un tout petit peu quand même? Alors, je pense que, M. Amghar le disait, et avant lui, Magali Léo, on finit toujours par payer.
La question, c'est est-ce qu'on paye de façon mutualisée ou est-ce qu'on paye lorsqu'on est confronté au risque? Et je pense que c'est ça le choix qui est devant nous aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il nous semble très important de réaffirmer la dignité de la cotisation sociale. Cotisation, contribution, et notamment la CSG en matière de santé. Ensuite, vous me posez la question de la place des partenaires sociaux. Ma conviction, c'est que le rôle des partenaires sociaux, il n'est pas juste lié au financement. Il est aussi lié à notre capacité d'être un acteur du dialogue social, un acteur de la régulation sociale, et tout particulièrement, en ce qui concerne le financement de la protection sociale, un acteur qui parle du travail. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager la hausse des dépenses de santé sans poser la question du travail. Sans poser la question aujourd'hui de pourquoi, quand je regarde les tableaux du HCAM, je suis capable de dire que tel secteur professionnel, eh bien, il a une consommation de soins plus importante en matière de risques psychosociaux, en matière de TMS. Donc c'est quelque chose, c'est un tout. Et la question de la gouvernance, la question au contraire d'une gouvernance qui voit sur le long terme, plus que certains politiques dont on voit bien que quand même l'horizon est très court, voire aujourd'hui de quelques semaines, pose un problème en matière de choix. Et de ce point de vue, moi j'interpelle très fortement les partis politiques qui aujourd'hui sont sur des propositions de baisse des cotisations et des contributions sociales qui sont sur des financements donc de long terme versus un financement par de la fiscalisation et tout particulièrement par la TVA qui est un des modèles de financement les plus régressifs qui soient. Ok, on parlera de tout ça, parce qu'évidemment, il y a débat sur ces questions. On va terminer le tour de table introductif. Franck Vonel, vous avez été pendant 4 ans directeur de la Sécurité sociale au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Je sais très bien, comme il change de nom régulièrement, je ne sais plus très bien quel est le nom qu'il faut utiliser. Vous avez donc une vision du système global sur son financement. Pour répondre à la question de la table ronde, l'avenir du financement, Franck, vous le voyez comment ? Alors, je pense pas mal rebondir sur ce que vient de dire Jocelyne. D'abord, vous avez dit il y a un intérêt à avoir une sécurité sociale et une protection sociale. Je pense que c'est 2 choses différentes. Je pense qu'on est... c'est pas parce que la sécurité sociale demain serait remise en cause dans son organisation, même dans son financement, dans ses institutions, qu'il n'y aurait plus de protection sociale. Enfin, dans tous les pays, il y a des pays sans sécurité sociale, il y a quand même une protection sociale. Donc, et justement, je vais y venir. Il peut y avoir des organisations très différentes. Mais je pense qu'il y aura toujours une protection sociale. Demain, on va continuer de soigner les Français, on va continuer de payer des retraites, et on va continuer de prendre en charge la pauvreté. Enfin, j'espère. Le débat, il est entre Bismarck et Beveridge, quand même. Mais, oui, il y a ça, mais il y a quand même une protection sociale. Voilà, donc c'est pour ça, venons là, la question sur la sécurité sociale, moi, là, 80 ans de la vieille dame, je les comprends d'abord aussi comme, sur le plan institutionnel, une sécurité sociale avec sa gouvernance, avec son financement. Et donc je commence là-dessus, donc, en disant finalement, et donc je vais essayer de parler un peu de financement, on n'a pas beaucoup parlé de financement depuis hier. Finalement, on a, là vous l'avez commencé à le dire, on a modifié pas mal depuis 30 ans le financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, moins de prélèvements sur le travail et davantage de prélèvements, alors CSG, mais aussi de prélèvements fiscaux. Aujourd'hui, les recettes fiscales, TVA et autres taxes, c'est 30% du financement de la branche maladie. C'est plus que la CSG. La CSG, c'est un quart. Alors ça reste moins que les cotisations, puisqu'il y a quand même les cotisations patronales maladie, il n'y a pas de cotisation salariale, je rappelle, parce que c'est de la CSG. Les cotisations patronales maladie, elles, sont encore le premier poste. Mais derrière, c'est le financement fiscal qui est derrière. Donc TVA et autres taxes. Et par ailleurs, donc ça c'est la situation actuelle, et on a en plus un déficit donc, entre 15 et 20 milliards, ça représente en gros 1 point de CSG ou 2 points de TVA si on prenait que la TVA de droit commun. 1 point de CSG ou 2 points de TVA. Et alors moi ce qui me frappe vraiment dans le débat actuel, c'est que plutôt que de discuter de ça, c'est quoi le financement sur le fond et puis comment on comble le déficit, comme disait Yann Gaël tout à l'heure, finalement... on est passé, alors depuis l'année dernière, on a commencé à parler de pouvoir d'achat, puis alors encore plus ces dernières semaines, à se dire finalement, plutôt que de parler de retour à l'équilibre, parlons d'augmentation du pouvoir d'achat. Et alors, on a trouvé une solution magique pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. On se dit, on va augmenter le salaire net en baissant les prélèvements. Donc, soit la cotisation, la seule cotisation salariale qui demeure, c'est les retraites. Donc, on va baisser la cotisation retraite, comme s'il n'y avait pas de problème. On a beaucoup d'argent. Voilà. Soit la CSG qui finance notamment la branche maladie.
Donc ça, c'est quand même le débat de ces derniers jours. C'est est-ce qu'on ne devrait pas baisser la CSG? Alors pas pour tous, pour en dessous d'un niveau de salaire, donc une CSG progressive. Mais bon. Alors moi, j'avais cru comprendre quand même que le problème, c'était, avec le financement de la sécurité sociale, c'était plutôt est-ce qu'on doit augmenter la CSG que la baisser? Et donc, alors évidemment, c'est plus facile de parler d'augmentation du pouvoir d'achat que de réduction des déficits. On est passé du salé au sucré, en fait, ces derniers temps. Mais le problème, c'est pas parce qu'on parle du sucré que le salé a disparu, évidemment. Mais ça, c'est un peu le débat politique et lié à une situation politique très Pas seulement, particulière. pas du tout, pas du tout. Vous avez, depuis l'année dernière, quelqu'un qui s'appelle Antoine Fouché, qui a fait un bouquin sur l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est repris partout. Et tout le monde vous en parle absolument partout. Et vous voyez bien que ça commence à influer dans à peu près tous les débats de ceux qui sont susceptibles d'être candidats dans 2 ans. Et que la proposition d'Antoine Fouché, c'est bien la baisse des parlementaire, comment on sort de ça? Parce que c'est un cercle vicieux, on est bien d'accord. C'est un cercle vicieux, parce que là, évidemment, les attentes sont là énormes. Il suffit de baisser les cotisations. C'est vachement bien de raser gratis, mais à un moment donné, il faut payer l'addition. Et donc, comment on va payer l'addition à la fin? Si on fait ça, on va payer, on a cherché des recettes ailleurs, donc voilà, des recettes fiscales, soit de la TVA, soit même des recettes, puisqu'en ce moment, on dit les riches, bon, ça c'est peut-être le contexte, mais en tout cas, d'autres recettes fiscales. Ça pose plusieurs questions. La première, c'est que les Français ne veulent pas payer, on en parlait à l'instant, ne veulent pas payer de franchise, ne veulent pas avoir d'augmentation de reste à charge. Et puis ils veulent quand même plus d'argent, et ça c'est la priorité des Français, plus d'argent à l'hôpital, etc. Donc en fait, tout le monde est convaincu qu'il faut mettre de l'argent dans la santé. Mais en fait, comment on va la payer? On ne va pas la payer par ce qu'on paye, l'outil normal de payer la CSG, on va faire payer les autres. C'est totalement déresponsabilisant pour tout le monde dans le débat public. Deuxième chose, on est en train d'abandonner l'idée d'un financement traditionnel de la sécurité sociale avec ses dépenses, ses recettes, son solde. Alors, dans un moment où on a un énorme problème de finances publiques, parce qu'on l'a un peu, voilà, on l'oublie parfois un peu à travers les tables rondes, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, la situation, moi je pense qu'on peut le dire, elle est catastrophique sur les finances publiques. Donc, dans cette situation-là, quand on a quelques encres comme celle du retour à l'équilibre de la sécurité sociale, on est en train de l'abandonner, c'est bien dommage quand même. Et puis la troisième conséquence, c'est là-dessus que je voulais être, c'est plus on va vers la fiscalisation, à mon avis, plus on va se poser des questions plus globalement sur la gouvernance de la sécurité sociale. Et en fait, je me dis, puisqu'on essaie de réfléchir à l'avenir de la sécurité sociale, je me dis, il y a 3 scénarios. Alors il y en a un quatrième qui serait celui de la privatisation, ça j'y crois pas. Mais il y a 3 scénarios. Un scénario, disons, le plus radical, vous avez commencé à l'évoquer, c'est de se dire un jour, cette sécu, elle marche plus. Décentralisons. Et pourquoi pas mettre la santé ou une grande partie de la santé aux régions. Après tout, ça existe dans d'autres pays. Ce qui règle le problème, ce qui règle une partie du problème, qui est de gestion locale des ressources. Ça ne règle pas le problème du financement. En tout cas, en grande partie, ça ne le règle pas. Quand vous faites une proposition pour faire autre chose, ça ne répond pas forcément à toutes les questions qu'on se pose. Ça y répond autrement. Mais en tout cas, continue à financer, en tout cas. Vous avez des pays dans lesquels la santé est régionalisée. On va faire un tour de table. Et puis par ailleurs, moins coûteuse qu'en France. Donc ça, c'est une première solution. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit dans le débat forcément dans les 2 prochaines années. J'essaie de me placer à 10 ans. Mais ça, on pourrait y venir un jour. Deuxième scénario, moins radical, mais quand même de très grande transformation de la Sécu, c'est de se dire après tout, on n'arrive pas à revenir à l'équilibre. Donc, abandonnons l'équilibre de la sécurité sociale. Notre CADES, on ne sait pas financer le déficit, abandonnons la CADES. On n'a plus besoin de sécurité sociale, on étatise tout ça. Ça existe dans plein d'autres pays européens. La dépense de santé, elle devient une dépense budgétaire comme d'autres dépenses. Ce que je décris là, c'est pas l'horreur, c'est pas l'apocalypse, ça existe ailleurs. Et par ailleurs, quand je discute avec mes amis de Bercy, il y en a beaucoup qui pensent que ce serait ça la bonne solution. Vous n'avez plus besoin de sécurité sociale, vous fiscalisez. Alors évidemment, ça percute un peu l'organisation. Mais là, il y a des systèmes privés duplicatifs qui sont très inégalitaires, mais c'est un autre débat. Moi, je ne rentre pas dans le débat. Évidemment, mon scénario préféré, c'est le troisième, c'est celui de garder la situation, la gouvernance actuelle. Mais évidemment, ça nécessite qu'on se dise tous. Ça ne tient que si notre sécurité sociale revient à l'équilibre dans une période pas trop longue. Parce que moi j'ai entendu la ministre du budget dire on sera à l'équilibre en 2029, il y a 0 mesure, il n'y a rien de retour à l'équilibre dans les trajectoires telles qu'elles sont présentées aujourd'hui. 20 milliards, c'est énorme, tu le disais, on va devoir faire un effort énorme. Si on doit faire un point de CSG sur 3 ans, il va falloir que les Français l'acceptent. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cœur du débat. Je trouve qu'ici, disons-nous, si on veut défendre la Sécu, il va falloir qu'ensemble, collectivement, on accepte de porter le fait qu'il faut faire des efforts. Bon, alors le diagnostic est posé, il nous reste 30 minutes pour trouver les solutions. Et j'attends de chacun de vous, que vous ayez en sortie de cette table ronde les 2 mesures clés qui vous permettent de répondre à l'interpellation à laquelle vous avez tous envie de réagir, je crois, de Franck. Voilà. Vous voulez commencer, Jocelyne ? Allons-y. Allons-y. Nous, on a à peu près 600 000 adhérents. On leur a posé la question, on a voté en congrès, on est d'accord pour augmenter la CSG. C'est-à-dire que la question du pouvoir d'achat aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir d'achat demain, si on est malade ou si on a un problème de retraite, elle est très claire à la CFDT. Et même nos retraités, pour qui l'augmentation de la CSG et un rattrapage vers la CSG des actifs n'est pas forcément facile, ont validé cette proposition. Mais on n'est
est allé les, est-ce que on c'est est pas allé une les voir. solution de facilité. Moi, je me rappelle quand je Mais présidais un CE. il y a des quand- conditions. Il y a Ouais, des conditions. ouais, La condition, c'est qu'effectivement, il faut que la promesse soit claire. Et la question, les Français, ils accepteront jamais une hausse de la CSG s'il reste des déserts médicaux. Donc la question des déserts médicaux, la question du consentement au financement, il est lié à l'effectivité de la promesse et la transparence de cette promesse. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas tout à fait au rendez-vous sur ces dimensions-là. Donc, il y a cette question aussi de la maîtrise des dépenses de santé. Et côté CFDT, on est très clair. La question des rentes de situation, c'est inacceptable. Quand on a aujourd'hui, et la table ronde précédente, celle d'avant le disait très bien, chacun y va de son intérêt privé, de la croissance de son secteur professionnel. C'est pas acceptable. Et donc, C'est pas acceptable, peut-être d'un point de vue général, mais du point de vue des professionnels, ça l'est. Mais c'est pour ça qu'il faut une gouvernance qui soit capable de s'extraire de ces tensions d'intérêt privé. Donc il faut arriver à justement maintenir une gouvernance qui soit de long terme. Et il y a la question de la pluriannualité. Mais en général, quand on parle pluriannualité, on parle 5 ans. Les partenaires sociaux, ils ont une vision qui est beaucoup plus longue que ça. Et on le voit sur le système de retraite. Donc aujourd'hui, oui, augmenter les ressources de façon mutualisée, être transparent sur les efforts qu'il faut faire et permettre une gouvernance. Jusqu'où allez-vous sur ça? Parce qu'au fond, les partenaires sociaux gèrent l'AGIRC et l'ARCO depuis toujours, la gèrent avec des provisions pour faire face aux aléas économiques futurs, le gèrent très bien. Alors on est dans un système totalement contributif, c'est différent, puisque là on voit bien qu'il y a des droits non contributifs, c'est-à-dire qu'ils sont... parce qu'on couvre de la population qui n'est pas salariée, donc bon... Mais, ok, c'est bien, mais compte tenu de la dualité de ce financement, quel est concrètement pour vous le rôle des partenaires sociaux dans cette gouvernance? Eh bien, déjà, vous avez fait le parallèle avec l'Agirc Arco. J'allais dire, à contre-courant de tout ce qui se dit, nous, on pense effectivement qu'il faut augmenter la CSG et qu'il faudrait transformer la CADES aussi en capacité d'avoir des réserves. C'est-à-dire que la question de... Ça coûte cher, ça. Oui, mais on s'est aperçu, 2008, déficit de la sécurité sociale, on arrive en 2019, on est pratiquement à l'équilibre, et au moment où on se dit, ça serait peut-être intéressant d'arriver dans les périodes de confort, d'arriver à stocker un petit peu pour... L'État aime bien piquer les réserves. Je me rappelle d'un débat sur l'Agirc Arco avec un précédent ministre du Travail. C'est pas un peu dangereux, ça? Je pense qu'il faut faire des réserves aussi à la sécurité sociale et avoir des politiques contracycliques de façon à ce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale doit élargir son champ de couverture, y compris aux risques sociaux et environnementaux. C'est pas possible d'imaginer demain d'absorber des crises comme on a connu au moment du Covid si on n'est pas capable d'avoir une anticipation. Et je pense que le rôle des partenaires sociaux, c'est aussi d'être aiguillon sur ces sujets-là pour qu'on arrive à voir sur du long terme. Ils peuvent être aiguillons sans être gestionnaires, vous pensez? Alors, ce serait plus confortable qu'on soit gestionnaire, même dans des périodes aussi difficiles que celle-ci, mais ça veut dire aussi qu'on sanctuarise l'autonomie de la sécurité sociale. Et ça ne sera pas possible avec une fiscalisation. Très bien. On reviendra sur tout ça, puisqu'il y a évidemment des injonctions contradictoires massives dans ces différentes propositions. Philippe Juvin, vous réagissez comment au propos de Frank Van Lennep? J'applaudis parce qu'en fait, encore une fois, Pierre Dac disait « tout est dans tout et réciproquement ». Oui, vous ne pouvez pas traiter la question de la sécurité sociale si vous ne traitez pas la question de l'équilibre général public. Vous ne pouvez pas, si vous ne comprenez pas, par exemple, qu'il n'y a pas d'argent public, ça n'existe pas, que l'argent il vient toujours d'une poche, en général c'est d'ailleurs toujours la vôtre, vous ne le comprenez pas. Si on ne règle pas la question des retraites, du financement des retraites, on ne règle pas la question de l'équilibre général. Alors, la question des retraites, c'est une partie importante, la moitié globalement de la dette et probablement de l'endettement qui se crée. Comment il faut faire? Sûrement pas. En tout cas, il y a une question il faut travailler beaucoup plus dans ce pays. Il faut arrêter de se dire, pardon, nous sommes le pays qui nous prélevons le plus. Nous avons le taux d'imposition le plus important globalement. Donc, je pense que les marges de manœuvre ne sont pas sur les recettes, elles sont sur les dépenses. C'est valable pour l'État, c'est valable pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Deuxièmement, on observe qu'il n'y a pas une grosse fuite qui suffirait de colmater. Tous les commentateurs sont à la recherche de la grosse fuite qui, sans douleur, pourrait être colmatée. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a de multiples fuites. Donc, vous me demandez 2 mesures, ce n'est pas possible. Il y aura de multiples mesures. Mais elles auront une caractéristique, c'est qu'à un moment, elles seront un peu douloureuses. Est-ce qu'il faut cherche aussi la mesure à donner à la CNAM plus de pouvoir pour faire ça? Parce qu'au fond, il y a plein de choses dans le rapport chargé-produit, mais la question, c'est après le passage à l'acte, qui n'est pas facile. La politique, c'est un art d'exécution, vous avez absolument raison. Moi, je note que l'Agirc Arco est bien gérée. Voilà. J'observe que c'est bien géré parce qu'il y a des objectifs,
Et effectivement, le truc est bien géré. Donc, j'en venais moi-même à une réflexion de savoir si, est-ce que l'idée même du PLFSS est une bonne idée? Est-ce que finalement, on ne se trompe pas d'outils, on a un PLFSS, et en même temps, on ne définit pas les politiques de santé? Est-ce qu'il ne faut pas d'un côté définir les politiques de santé, et de l'autre avoir quelqu'un qui gère le budget? Ça, c'est un point d'accord avec Jérôme Gage. On va vers le projet transpartisan, là. On avance. Bien sûr. Bah, vous savez, on est obligé, parce que si on ne fait pas de transpartisan aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose. Hein. Et enfin, juste, je reviens sur la décentralisation, quelqu'un en a parlé. Moi, je pense que c'est une partie de la résolution du problème. Une partie. Il n'y a aucune recette miracle. Je me souviens, moi, des lycées, quand ils étaient gérés par l'État, et les lycées qui sont gérés aujourd'hui par les régions. À votre avis, les lycées bien entretenus, c'était plutôt quand c'est l'État qui les utilisait, ou c'est plutôt quand c'est les régions? Bah, vous avez la réponse. C'est plus compliqué que les lycées. Non, mais bien sûr. Infiniment. Mais vous savez, on nous dit toujours c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais si c'est pas compliqué, si c'était pas compliqué, on ne dirait pas à des spécialistes. Donc, la décentralisation est un des outils qui ne réglera pas tout, mais il est probable, je pense, que si on donnait peut-être l'immobilier d'un certain nombre d'établissements de santé, il faut voir lesquels, en compétence aux régions, probablement ça serait mieux géré, parce que globalement, les euros d'argent public qui viennent du contribuable sont globalement, c'est une règle générale, mieux gérés à l'échelon décentralisé qu'à l'échelon centralisé. Il y a 1000 raisons, on pourrait faire un débat là-dessus. Voilà. Et puis enfin, il y a la question du bouclier sanitaire. Et vous voyez, on est déjà dans... Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur le bouclier sanitaire. Ça a été évoqué par M. Ecal. Ouais. Et Martin Hirsch il y a quelques années. C'est peut-être une piste. En tout cas, ne nous berçons pas d'illusions. Il n'y a pas deux solutions, c'est pas vrai. Il y en a des multiples. Et ayons en tête, c'est fondamental, qu'on prélève déjà beaucoup. Je ne suis pas du tout opposé à l'augmentation de la CSG parce que la CSG a un avantage. La grande vertu, c'est que c'est un impôt à très large assiette. Et c'est ça qu'il faut viser, c'est les impôts à très large assiette et pas les machins qui vous font plaisir sur le coup, mais qui du coup, c'est la poule aux œufs d'or que vous tuez pour le PLFSS suivant. Et ça, c'est la taxe Zuckman, mais donc voilà. Bon, très bien. On peut faire un débat sur Zuckman. Monsieur Amghar, vous avez entendu 3 interventions. Par rapport à ce que vous faites au HCAM aujourd'hui, c'est aligné avec les perspectives que vous dressez ou il y a quelques écarts? La composition du HCAM est très pluripartite, donc il y a forcément des scénarios. Vous en faites la synthèse. Voilà. Bon. Alors déjà, moi, je vais revenir quand même sur 2 sujets qui ont pu être mentionnés et qui, encore une fois, ne constituent pas des moyens de réduire la dépense de santé, qui est quand même le vrai objet. Alors, la question de la responsabilisation du patient, pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a de la littérature économique en quantité depuis 5 décennies. La participation financière du patient ne conduit pas à plus d'efficience ou de pertinence de la dépense, parce que ça ne conduit pas le patient à renoncer à des soins qui seraient moins importants. Globalement, ça agit sur le patient en fonction de sa propension marginale à consommer, c'est-à-dire en gros de son revenu, et par ailleurs de son état de santé, c'est-à-dire des dépenses de santé qu'il a par ailleurs. C'est-à-dire que si vous pensez déjà beaucoup pour votre santé, vous allez être plus sensible au fait que la santé coûte plus cher, et donc vous allez davantage réduire vos dépenses. Mais donc clairement, ça n'est pas un moteur de pertinence et d'efficience. Ça peut même conduire, là aussi il y a la littérature économique sur le sujet, à des effets de report. Je me soigne plus tard, donc je me soigne à l'hôpital, ça coûte plus cher. C'est ce qui fait qu'il y a 50 ans, des économistes ont dit que ces mesures de participation financière étaient penny-wise et pound-foolish, c'est-à-dire économes sur les pièces jaunes, mais coûteuse en euros. Vous en tirez quelle conclusion? Je tire que ce n'est pas une option. J'écarte aussi la question de la décentralisation. La décentralisation ne crée pas en tant que telle d'économie sur la santé. On a des voisins, les Italiens, qui ont payé pour voir, on a un système décentralisé, ce qui veut dire concrètement que les tarifs, les honoraires de personnels médicaux ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que du coup, comme on a des régions riches, des régions pauvres, on a un mouvement des professionnels. On sait faire de la péréquation. Et d'ailleurs, monsieur oui, ça marche très bien. Ça marche très bien, la péréquation. Non, mais vraiment, sérieusement, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Mais est-ce que ça produit... Je viens de parler de l'investissement. Il ne parlait pas forcément de l'intégralité du... Alors, si on en vient sur l'investissement, alors moi déjà, je ne sais pas comment on planifie un investissement, pour avoir gérer des projets immobiliers. Un projet immobilier est au service d'un projet d'activité. Donc je ne sais pas comment vous avez d'un côté quelqu'un qui paye un immobilier et de l'autre quelqu'un qui... Il va répondre, mais ce n'est pas le sujet central de la table. De ce que je rejoins, ce qu'a dit par ailleurs Philippe Juvin,
sur le fait qu'il faut revoir la carte hospitalière, parce que clairement, on a une carte hospitalière. D'ailleurs, on a perdu la carte hospitalière. Qui est obèse et qui mériterait d'avoir une gradation, mais je ne sais pas comment on concilie ça avec le fait de donner du pouvoir aux élus locaux sur le sujet. D'ailleurs, une question à vous tous sur ce point. Vous avez parlé de carte hospitalière, je vous arrête là-dessus. Moi, je suis frappé, moi qui ai des cheveux blancs, j'ai connu une époque où il y avait des schémas régionaux d'organisation des SROS, où il y avait une planification sanitaire des établissements et des infrastructures. Ça soulève d'ailleurs la question du rôle respectif du payeur, de la CNAM et de l'État. Est-ce que ça, c'est pas un élément à travailler? Indépendamment des schémas, la question c'est est-ce qu'on assume de dire qu'il faut revoir la carte hospitalière, qu'il y a une logique de gradation des établissements de santé à davantage assumer. Et c'est un discours qui a été assumé de manière transpartisane dans les années 2010 et qui est devenu à peu près inaudible depuis les Gilets jaunes. Bon, voilà, point. Alors après, une fois qu'on a dit ça, le sujet comme qu'il faut prendre en compte, et alors je rejoins Franck sur le fait que la situation est très grave. Quand je dis que la situation n'est pas catastrophique, c'est les dépenses de santé ne sont pas, elles, en dérapage. Par contre, ce qui s'est creusé, c'est le déficit de l'assurance maladie. Et ça traduit quand même assez largement le fait qu'on a des dépenses qui se concentrent de plus en plus sur les maladies chroniques, à la fois parce qu'il y a davantage de patients concernés, parce que le coût de traitement est plus important, et c'est ça qui fait que structurellement la dépense, la part prise en charge par les et donc d'accord, c'est pas le problème, parce que la question c'est, ça augmente, mais est-ce qu'il ne faut pas faire néanmoins des économies? Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire d'économies, il y a toute une série de leviers. Ce que j'ai dit, et là aussi je pense qu'on est plusieurs à le dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer que les économies d'efficience permettent... Cour des comptes, 20 milliards, ça? Alors déjà, si on retire ce qui vraiment relève de la tuyauterie, on était plutôt sur 16 milliards. Le besoin à horizon 2029, il est de 35. Donc clairement, encore une fois, l'efficience, il faut le faire. Mais encore une fois, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le faire, l'efficience. Mais ce n'est que la moitié de l'effort. Non, mais actons ça, c'est important. Et voilà. Et donc, quand on a des dépenses de santé qui augmentent comme le PIB ou un peu plus, et qu'on a une part prise en charge par l'assurance maladie qui augmente du fait d'affections de longue durée, à un moment, le débat, c'est est-ce que soit on change notre organisation de participation du patient à AMO, AMC, on remet en cause la question des ALD boucliers sanitaires, c'est une question, soit sinon, à organisation inchangée, ça veut dire qu'on est contraint à un arbitrage entre remettre des prélèvements obligatoires et de ce point de vue, là aussi je reviens sur ce qu'a dit Fabrice Anglais hier, par rapport à 2017, qui n'est pas la chute du bloc communiste, le taux de prélèvement obligatoire a baissé de 2,5 points en France. Donc, voilà, je pense que le point de CSG évoqué par Franck Van Lennep n'est pas quelque chose qui est incompatible avec la viabilité économique du pays. Mais donc, vu qu'on a des dépenses santé qui augmentent comme la richesse nationale ou un peu plus, une part prise en charge par la Sécu qui augmente du fait des affections de longue durée, ça veut dire que soit on se condamne régulièrement à réduire fortement la prise en charge des soins courants qui sont déjà moins pris en charge, soit, effectivement, il faut remettre des prélèvements obligatoires. Alors, le temps passe vite, et simplement, question à vous tous, parce que je vais vous demander de faire 2 propositions en synthèse clés pour vous. Alors, madame, vous en avez déjà fait une, et les autres aussi, mais au fond, il y a un enjeu de maîtrise de la dépense, même si ça ne couvre pas l'ensemble de la croissance structurelle de la demande. Et il y a une insuffisance de quantité de travail qui fait que le PIB est inférieur à ce qu'il devrait être, et donc les cotisations sociales et le financement aussi. Donc tout ça, on est d'accord, mais concrètement, comment dans cette situation et à partir de maintenant, et il y a par ailleurs une population qui veut une amélioration de son pouvoir d'achat, qui n'est pas forcément prête à avoir pour une partie d'entre elles une imposition supplémentaire, on pilote ça comment? Grosso modo, moi je reste sur l'idée qu'en vous écoutant, il y a plein d'injonctions contradictoires. OK? Alors, on fait quoi? Qui veut commencer? Donc, vous avez déjà une première proposition. Peut-être que... parce qu'il faut qu'on... Essayons de faire une synthèse qui dresse quelques pistes de travail concrètes sur ce financement. Juste pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, augmentation de la CSG, et vous complétez en disant mais il y a une partie de la population qui ne veut pas de prélèvement supplémentaire, mais est-ce qu'on en parle?
Enfin, quand est-ce qu'on a fait le débat réellement de dire modèle de prise en charge des soins et augmentation de la CSG? Moi, ça a été un tabou total. Je pense qu'il faut ouvrir ce débat et poser vraiment sur la table le fait de, dans l'aspiration qu'on a, et je pense à un modèle social français très fort basé autour de justement l'accès aux soins, est-ce qu'on est capable de le financer et de se le payer? Moi, je pense que dans le cadre des aspirations profondes des Français, on est capable d'aller gagner ce débat-là. Mais il faut vraiment le faire. Et je pense qu'il y a une forme de découragement collectif et d'une démission collective sur cette dimension-là. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de taper sur les travailleurs en les mettant comme seuls responsables du déficit de l'assurance maladie. Bon, à plusieurs reprises, vous avez évoqué le fait qu'en France, on ne travaillait pas assez. C'est reçu par les travailleurs comme si c'était défiant. Quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qui se passe? C'est que les seniors n'ont pas de place sur le marché de l'emploi et les jeunes non plus. Donc, posons la question du travail. Et je pense que si on veut sauver notre modèle de protection sociale, il faut sauver la place du travail en France. Et donc, aller sur l'organisation du travail, aller sur la qualité du travail et augmenter les prélèvements. Et un point de CSG, ça nous paraît effectivement tout à fait accessible. Ok, donc vous avez donné 2 pistes. Philippe Juvin, vos 2 pistes. Mes 2 pistes, je vous dis que sur des données macro, il y a moins de travail qui est fourni en France qu'ailleurs. Donc je pense que la première piste, c'est qu'il faut créer plus de richesses. Pour créer plus de richesses, il faut travailler plus collectivement, pas individuellement, collectivement. C'est vrai, quand vous regardez, vous avez raison, quand vous regardez par exemple les indépendants, ils travaillent beaucoup plus que les voisins. En revanche, vous avez des catégories d'âge qui travaillent beaucoup moins. Alors après, vous avez raison de poser la question de pourquoi. Et ça, il faut le travailler. Mais c'est une donnée. Alors, première proposition, puisqu'il faut être très pragmatique, mais je vous ai dit qu'il en fallait des milliers de propositions. Je pense que ce qu'on pourrait faire dès le PLFSS là, parce qu'il y a une urgence, c'est la question, je reviens, c'est des indicateurs, quelques indicateurs, très simples, qui soient lisibles par la population et qui permettent d'être un aiguillon à l'amélioration de la pertinence d'un système. Je vous ai cité la fracture du col du fémur, on peut en trouver 2 ou 3 autres. Premièrement, je dirais que, deuxième proposition peut-être, c'est qu'il faut qu'on mette l'argent là où c'est scientifiquement prouvé qu'il y a une efficacité. Je suis assez frappé de voir qu'un certain nombre d'assureurs, de mutuelles, dans le cadre des contrats responsables, dans leur paquet, vous avez de l'homéopathie, de la papuropathie, de la papouillothérapie, enfin des trucs qui ne marchent pas. Moi, je suis désolé, je n'ai pas envie dans ma cotisation de financer des machins qui ne marchent pas. Que vous vouliez vous assurer pour l'homéopathie, c'est votre droit. Mais dans ces cas-là, vous ne le faites pas payer au reste. Et donc, il y aura un amendement que je vais proposer au PLFSS, que dans les contrats responsables, on sorte tous ces machins. Ça, c'est une deuxième proposition. Et j'en ai bien d'autres. Mais vraiment, je voudrais que... Enfin, comprenez qu'on est dans un pays qui est très déjà... le prélèvement de l'impôt est très important. Ouais. On va vers un refus de l'impôt si les gens n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent. Ouais. Et c'est le cas en matière de santé, mais c'est le cas dans toute la sphère publique, pardon. Regardez en éducation, le classement PISA qui se casse la gueule, et on dit aux gens « Ah, mais on a le meilleur système du monde ». En fait, on est les spécialistes. On prétend avoir la meilleure équipe de foot du monde, la meilleure éducation du monde, la meilleure santé du monde. Sauf que comme on ne le mesure pas, sauf pour la Coupe du Monde, parce que la finale... Mais alors, d'ailleurs, il y a un point de rapprochement entre vos 2 discours, c'est en fait la nécessité d'un vrai débat public et démocratique, de démocratie sociale, disons ça comme ça, sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on le retrouve sur les retraites. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe sur la retraite? Je vais le dire violemment, ne le répétez pas, on ne leur a pas dit toute la vérité. Mais absolument. Voilà. Mais absolument. Donc, est-ce qu'au fond, la première étape, c'est pas, et c'est ce que vous proposiez, madame, un vrai débat démocratique sur ces questions-là? Oui, oui, pardon, je vous en prie. Allez-y. Oui, j'allais dire typiquement sur la question des retraites, le sujet phare, c'est que la question du travail et du travailler tous et du travailler mieux, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait aborder. Mais aujourd'hui, s'il y a un tel blocage et une telle colère autour des retraites, c'est qu'un certain nombre de personnes pensent qu'ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Et la question de la pénibilité, c'est quelque chose qu'il faut arriver à traiter. C'est le débat technique, pardon. Non, c'est pas le débat technique. C'est le débat de confiance dans le système et de soutenabilité du modèle. Alors, on ne va pas faire un débat sur la retraite. Néanmoins, on voit bien
qu'il y a là un sujet de débat et que peut-être on n'a pas expliqué aux gens. Mais encore une fois, ce sujet-là sur les retraites, on va le retrouver demain sur la santé s'il manque 100 milliards. Parce que la question des retraites, pourquoi il a été pourri le débat, c'est qu'en fait, on oubliait de raconter que l'État venait en subvention. Et quand vous dites on a oublié de raconter, c'est plutôt gentil. Oui, non mais on disait c'est à l'équilibre. Mais non, c'est pas à l'équilibre. L'État, tous les ans, prend votre argent et le met là-dessus. Mais pardon, c'est un sujet. Par exemple, sur les retraites, moi je crois qu'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que tous les futurs fonctionnaires, ceux qui vont entrer, on provisionne leur retraite. Les futurs. On provisionne ça s'appelle un système de capitalisation, c'est bon ça s'appelle... Il peut y avoir de la capitalisation collective, d'ailleurs. De la capitalisation collective obligatoire. Mais encore une fois, les données, on les a tous. La politique est un art d'exécution. Une fois qu'on a fait un grand débat, c'est bien, mais on a tous les données. Donc, il faut avoir le courage de les mettre en œuvre. Mais le problème, c'est qu'on ne donne souvent pas aux Français les bons data. Le système de santé français n'est pas le meilleur système de santé du monde. Ce n'est pas vrai. Très bien, ça c'est une affirmation forte. On continue le tour de vos propositions. Franck. Alors là, moi, la première chose, c'est que je pense que, je suis désolé, ici je suis la casquette finances publiques, mais à un moment, je pense qu'on devrait mettre sur la table quelque chose qui ressemble à une règle d'or, finances publiques. Absolument. Et pourquoi? Il faut voir dans quelles conditions, avec sa déclinaison sur le champ sécurité sociale. Je pense qu'on pourrait imaginer une règle d'or sécu sans finances publiques, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc une règle d'or générale et une déclinaison finances sociales et assurance maladie. Et dans ce cadre-là, dans la règle d'or, forcément, retour à l'équilibre. Et donc là, en 2027, je ne crois vraiment pas du tout avant 2027, mais un plan de retour à l'équilibre avec de la recette. Mais la CSG dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas juste pour donner au protocole de la mine, à des protocoles avec le LEM, avec les professionnels de santé libéraux, je vois tout autour de moi, à un moment, parce que sinon les Français n'accepteront pas. C'est OK, on apure le passé, on sauve notre sécu parce qu'elle a besoin d'être à l'équilibre, mais pour le reste, on a évidemment une trajectoire extrêmement volontariste, et si dans la salle, certains pensent que vous allez y échapper, ça n'a aucune crédibilité. Il y aura une trajectoire extrêmement volontariste pour tous. Et on entend parfois dans les tables rondes, oui, on est d'accord, mais en fait, c'est les autres. Dans les exemples, non, c'est tous. Et dans cette trajectoire, donc il faut une trajectoire, enfin, il y a deux options. Hein. Soit on fait comme on a toujours fait jusqu'ici, on en parle chaque année dans un PLFSS, des petits bouts, tout le monde râle, etc. Soit on essaie en 2027 de se donner un peu de visibilité sur ce qu'on veut faire, mais cette pluriannualité, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Il faudra que ça passe au Parlement d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas besoin d'une loi de programmation, mais de la visibilité. Et dans cette visibilité, tous les efforts d'efficience, d'obligation. Thomas a parlé d'obligation ce matin quand il dit la professionnelle de santé doit forcément utiliser l'outil numérique. Donc il y aura des obligations pour les uns et pour les autres. On n'est pas obligé de commencer par parler de déremboursement pour les patients. Je pense qu'on peut commencer par parler des professionnels. Et donc ça sera un plan difficile. Ça sera un plan... Donc moi, j'appelle tout le monde à se réunir pour le faire, parce que sinon, c'est la fin de la Sécu telle qu'on la connaît. Il y a un sous-jacent quand même, c'est qu'il faut un capitaine à bord. Naturellement, c'est la CNAM. Est-ce que les relations entre la CNAM et l'État ne sont pas aujourd'hui suffisamment claires pour que le patron de la CNAM puisse faire ça sans subir d'interférence politique? Parce qu'au fond, c'est ça le sujet. Parce que quand on commence à faire ça... on a du gros temps quand même. En tout cas, c'est le politique qui fixe la règle d'or, qui fixe les conditions dans lesquelles ensuite on revient à l'équilibre, les choix sur les recettes, les dépenses, tout ça c'est le politique, ça va pas être la CNAM qui va fixer tout ça. Mais ensuite dans la mise en œuvre, et dans la mise en œuvre, disons, ce plan pluriannuel d'efficience, mais dont les Français doivent voir les résultats, c'est-à-dire d'efficience qui doit se traduire par de la qualité et de l'accès aux soins. Il faut en effet... moi, je ne crois pas juste qu'on va tous se mettre autour de la table quand on l'entend, puis on va se mettre d'accord, ça ne va pas se passer comme ça. Donc à un moment, oui, il faut des patrons. Je pense qu'il faut plus de capacité pour la CNAM, par exemple, à aller à l'hôpital, faire de la gestion du risque et de la qualité à l'hôpital. Ça, je pense, oui. Absolument. Monsieur Amira. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur votre vision, mais par rapport... Réagissez, s'il vous plaît, par rapport aux différentes prises de position autour de la table. Mais je rejoins à peu près beaucoup de choses qui ont été dites, parce que ce soit sur la méthode, c'est-à-dire qu'il faut avoir une trajectoire pluriannuelle sur le sujet, qu'il faut effectivement sortir du discours un peu lénifiant sur lequel on n'avait pas demandé d'efforts. Tout le monde va devoir faire des efforts, Thomas Faton l'a dit matin, de toute façon on va devoir multilevier, même pas multilevier, omnilevier. Tous les leviers vont devoir être actionnés probablement, et ça va être difficile, douloureux pour tout le monde, il ne faut pas se le cacher, effectivement. Après, sur les leviers plus précis, j'en ai beaucoup de choses qui ont été dites, que ce soit sur la question des rentes, sur la question de la culture de l'évaluation, sur la question du périmètre de ce qui est pris en charge, y compris en regardant plus globalement que AMO, AMC, ça suffit, tout à fait d'accord, ou encore sur la carte hospitalière. Mais voilà, je pense qu'on n'en avait pas de situation où il faut choisir. Après, ce sont des mesures, je dirais,
qui doivent permettre de tenir la trajectoire jusqu'à 2030, effectivement. Et après, je pense qu'on a aussi un enjeu de préparer et d'anticiper les bombes sanitaires et financières de demain. Il y en a une notamment qui est extrêmement préoccupante, c'est l'explosion de l'obésité. L'obésité chez les jeunes a doublé en 10 ans. Et ça, c'est un drame. C'est un drame sanitaire, c'est un drame social, parce que c'est bien entendu très inégalement répandu, et c'est aussi un drame financier pour demain, parce que derrière, aujourd'hui, rien que le diabète, c'est 10 milliards, et ça augmente à peu près de 4% par an. Et ça renvoie, ça renvoie à ce que disaient Jérôme Gage et Philippe Juvin ce matin. Il faut une stratégie sanitaire qui soit, en fait... moi, je partage assez l'idée que ça doit être discuté au Parlement, parce que ce sont des sujets de santé publique qui concernent tous les citoyens. Très clairement. Et par exemple, sur un grand objet comme ça de santé publique, la manière dont on a réussi à le traiter avec plutôt de succès sur le tabac, c'est quand on a réussi à mobiliser différents leviers, des leviers qui relèvent de l'action comportementale, des leviers qui relèvent de l'encadrement de la publicité, de l'encadrement de la distribution, des accompagnements qu'on propose aussi aux usagers pour passer sur des institutions. Donc clairement, effectivement, oui, je pense qu'on a besoin de quelque chose comme une forme de loi E20 sur l'alimentation pour, encore une fois, freiner, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire plus que freiner. Peut-être que dans 15 ans, on arrivera à inverser la courbe, mais cette dérive qui est extrêmement préoccupante. Très bien, on a eu le débat tout à l'heure dans une table ronde précédente, on va pas le refaire. Vous êtes optimiste ? On est volontariste. Moi, quand j'étais député européen, avant d'être député à l'Assemblée nationale, j'étais à Athènes le jour où la Grèce a dû vendre, en réalité c'était une vente, le port du Pirée, qui est un objet historique, c'est notre Mont-Saint-Michel, plus Tour Eiffel, plus Château de Versailles. Un choc terrible dans la population. Et moi, ma crainte, objectivement, nous sommes un peuple insouciant. On ne voit pas le truc arriver. Et si on ne décide pas nous-mêmes la règle d'or, les mesures dont on a parlé les uns et les autres, si on ne le fait pas très sérieusement, ça va nous être imposé. Tout simplement, ça va nous être imposé. Donc voulons-nous nous-mêmes être maîtres de notre destin ou pas ? Si on continue chaque année à dire tiens, on va faire un peu de rabot là, un peu de rabot là, non seulement on va tuer la bête, parce qu'à un moment, la bête, elle avance plus quand elle a plus que les os. Et puis finalement, quelqu'un va arriver et va manger la bête. Je souhaite sauver, comme on dit, le système social, mais ça ne peut pas être qu'une incantation. C'est forcément complexe, on me dit toujours c'est compliqué, c'est forcément des petits pas, il n'y aura pas un grand truc qui va tout régler, et c'est forcément un peu douloureux. Voilà. Donc, toutes les solutions, elles sont sur la table. Il suffit de lire tous les think tanks, toutes les cours des comptes, tout y est. Simplement, il faut avoir le courage de mettre en œuvre. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt un projet de présidentiel qu'un projet dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. Et je ne sais même pas ce qu'on va voter dans quelques semaines. On va vous laisser le mot de la fin, mais avant de quitter la table ronde, j'aimerais dire un mot au nom de tous nos collègues. Je voudrais saluer la réussite de cette première session de Cham par Elisabeth. Je crois qu'on peut lui faire une ovation.